C'est donc à moi que revient le privilège d'ouvrir cette première table ronde à l'occasion de laquelle on va essayer de répondre aux questions clés qui ont déjà été posées d'ailleurs ce matin sur l'attractivité de la France. Est-ce qu'elle s'est améliorée depuis un an? Alors, une question à laquelle Brice répondra sûrement, en tout cas nous donnera un éclairage, puisque j'ai eu le privilège d'avoir les résultats. Nous avons eu les privilèges d'avoir les résultats du sondage il y a quelques jours. On verra que Brice apportera un éclairage qui permettra de lancer nos débats si toutefois il arrive. Alors, je dirais chaque année on se pose cette question, attractivité de la France. Il y a 2 ans, la séquence s'appelait entre déclin et rebond, avec un point d'interrogation. L'année dernière, on avait titré l'embellie, toujours avec un point d'interrogation. Et cette année, on parle plutôt, on dit, entre ombre et lumière, toujours avec un point d'interrogation. Alors, on voit bien qu'on est toujours, j'allais dire, entre 2 eaux, entre ce qu'a rappelé Patrick Berlusconi, le président du CESE, en disant croire toujours en la France, ce qu'a rappelé Christophe Demestre en disant, en disant, voilà, il y a eu des choses qui ont été faites, le CICE, les lois El Khomri, mais voilà, on a l'impression qu'on reste toujours sur notre faim, et le problème pour nous, c'est de dire, est-ce que cette attractivité, finalement, on a un élan d'attractivité? Alors, moi, le sentiment, je dirais, c'est qu'on vit sous le signe de paradoxes et de contrastes, et j'en relèverai 2. Celui d'abord des intentions affichées, et puis la confrontation à la réalité. Je pense notamment au projet de loi du travail, je le disais tout à l'heure, où effectivement la loi El Khomri V1 emportait l'ensemble de nos suffrages et était une véritable avancée. Et puis on a tous été un peu déçus par l'atterrissage, même si on doit reconnaître qu'un certain nombre de progrès ont été faits et nous permettra dans nos entreprises de modifier la façon dont, en particulier, le dialogue social est vécu et se déroule, et permettra de gagner en efficacité. Mais vous voyez, on parle de simplification, on dit ouais, on va simplifier la France, alors on fait plein de choses, et puis boum, on arrive sur le compte de pénibilité. Alors c'est sûr ça que vu de nos quartiers généraux, c'est pas quelque chose qui va dans le sens de la simplification. On vante aussi la stabilité fiscale, on l'a dit dans toutes nos réunions, dans tous nos meetings, dans toutes nos interactions avec les pouvoirs publics. Regardez ce qui se passe avec le PLF aujourd'hui. Ce ne sont que des constats, je ne cherche pas à détourner la réalité des choses, mais regardez ce qui se passe sur les AGA, les attributions d'actions gratuites, où on détricote ce qui a été fait par Emmanuel Macron dans une loi précédente. Les AGA, c'est quoi pour nos entreprises? C'est à la fois un système de rémunération des meilleurs performeurs, c'est un système de motivation et de participation à l'entreprise, c'est aussi un formidable système de rétention. Voilà. Vu des quartiers généraux où nous, par exemple, moi chez Accenture, on a une politique effectivement autour de ces 3 axes qui permet de distribuer des actions gratuites, les gens les refusent pour des problèmes purement fiscaux. Donc voilà, je ne parle pas de la C3S. Regardez juste, je prends un peu plus de temps puisque Brice arrive, donc je vais raccourcir maintenant, mais je suis parti, donc je ne m'arrête plus, Olivier. La C3S, c'est intéressant, on nous a promis la suppression de la C3S. Alors, et puis la dernière tranche, on ne le fait pas. On dit oui, mais c'est pas grave parce qu'on va monter d'un point le CICE. Un point le CICE, ça fait 3,5 milliards. Alors au niveau macroéconomique, tout ça peut effectivement s'équilibrer. Mais quand vous descendez au niveau micro, c'est-à-dire que nous, patrons d'entreprise, moi je peux vous donner des chiffres concrets. Moi la C3S, c'est 2 millions. Bah, si je prends 1% de CICE en plus, c'est 500 000 euros. Ça fait 2 millions, ça fait 1,5 million. Donc à chaque fois, simplement pour illustrer, on est dans le flou. C'est-à-dire que oui, c'est bien, mais finalement, c'est pas aussi bien que ce que c'était. Imaginez que j'ai mis ça, je suis un peu prudent, après quelques années de présidence, je n'ai pas annoncé les 2 millions pour cette année. Mais c'est quand même des choses sur lesquelles il faut que nous, on doit réagir. Donc, toujours ce contraste entre parole et acte. Je pourrais prendre le Brexit, formidable opportunité, formidables annonces, mais on ne va pas au bout du bout. Et je lisais dans les Échos hier, je ne sais pas si on peut reprendre ça, mais une grande banque internationale qui effectivement envisageait de délocaliser ses activités, mais ces 2 villes sur lesquelles il fait des études, c'est Dublin et c'est Francfort.
c'est pas Paris. Pourquoi? Parce qu'on reste dans ce flou. Alors moi, je suis pas fini, tout le monde s'en fout. J'avais une logique dans mon intervention. Brice, the floor is yours, mais je reprendrai mon speech après. Pardon. Bonjour. Je ne sais pas si cet engin fonctionne bien. Si. Bonjour, merci de m'accueillir une fois de plus pour cette 11e édition des États de la France. Je vais vous présenter donc l'enquête que nous réalisons depuis maintenant plusieurs années sur l'attractivité de la France selon les responsables de filiales françaises de groupes mondiaux, mais qui œuvrent en France. Alors, un petit mot sur l'échantillon. Nous avons réalisé cette enquête auprès d'un échantillon donc, de 300 chefs d'entreprise issus de groupes mondiaux, mais travaillant dans notre pays, du 10 octobre au 7 novembre. Donc, c'est une enquête tout à fait récente. Et l'échantillon a été constitué selon, classiquement, la méthode des quotas pour être représentatif. Le premier indicateur, tout d'abord, et évidemment peut-être le plus important, qui concerne l'attractivité perçue de nos chefs d'entreprise. Quand on leur pose la question « Est-ce que vous avez le sentiment que la France est un pays attractif ou n'est pas un pays attractif ?», deux informations importantes. D'abord, une majorité qui nous dit à 63% donc que la France n'est pas un pays attractif. C'est évidemment le premier résultat, mais qu'il faut nuancer malgré tout immédiatement par les évolutions, et c'est tout l'intérêt d'avoir maintenant un baromètre qui s'enrichit année après année, puisque ce chiffre de 37% est quand même en augmentation de 4 points par rapport à 2015, et en 2015, il était lui-même en augmentation de 9 points. Donc nous avons toujours un sentiment prégnant de pays insuffisamment attractifs, non attractifs, mais malgré tout, il s'améliore quand on regarde les perceptions dans le temps. Alors en termes d'évolution, est-ce que la capacité de la France à devenir attractive pour les entreprises évolue dans le temps de manière positive? Est-ce que nos chefs d'entreprise pensent que notre pays est capable de devenir attractif? Oui, massivement. C'est-à-dire que même ceux qui considèrent que le pays n'est pas attractif pensent que cela n'a rien d'irréversible. Et vous voyez, à 84%, ils considèrent que rien n'est joué et que la France peut devenir attractive. Alors le chiffre est un petit peu moins en termes d'évolutions importants que l'année dernière, ce qui est tout à fait normal puisque nous avons davantage de chefs d'entreprise que l'année dernière qui nous disent que notre pays est attractif. Donc c'est un indicateur qui confirme, en tous les cas, qu'il n'y a pas de fatalité à la faiblesse d'attractivité de la France. Et nous le voyons également quand nous posons la question, alors c'est une base filtrée, nous posons cette question-là à ceux qui nous disent que la France n'est pas un pays attractif. Quand on leur demande combien de temps il faudra pour que la France redevienne un pays attractif, vous voyez que très massivement, les interviewés nous répondent dans un espace qui va de 1 à 2 ans jusqu'à 3 ou 4 ans. Donc ils ne renvoient pas cette possibilité d'attractivité de notre pays aux calendes grecques. C'est quelque chose qui, selon eux, peut se produire et dans un laps de temps donc relativement possible, rapide et possible. Autre indicateur qui est également important, c'est la perception que la situation de l'attractivité s'est améliorée ou détériorée depuis 1 an. Et là, vous allez avoir quelque chose qui va différer par rapport à la mesure annuelle, puisque en perception subjective, quand on pose directement la question aux personnes interrogées, elles nous disent seulement à 14% que la situation s'est plutôt améliorée et de manière très importante, à 49%, qu'elle s'est plutôt dégradée. Alors la mesure année après année nous montre malgré tout plutôt, c'était mes premiers indicateurs, que pour les chefs d'entreprise, il y a une amélioration. Mais la perception subjective est néanmoins un indicateur aussi extrêmement intéressant parce qu'elle traduit un trouble, elle traduit un sentiment diffus qui est que cette amélioration est malgré tout assez relative. Et on va parfaitement le comprendre, vous allez voir que les indicateurs sont extrêmement cohérents, on va parfaitement le comprendre avec le jugement que portent ces chefs d'entreprise sur l'action du gouvernement et sur les réformes engagées. Alors l'action du gouvernement est perçue comme allant plutôt dans le bon sens par 45% des personnes interrogées et dans le mauvais sens par 49%. Autant dire que l'échantillon est totalement partagé et que ce 45% n'est malgré tout pas un très bon indicateur
on aurait pu penser, espérer que les chefs d'entreprise voyaient dans l'action menée une action plus bénéfique à l'attractivité que ce qu'ils nous disent là. En réalité, ils sont très partagés. Et pourquoi le sont-ils ? Pour une raison extrêmement simple, quand on prend l'ensemble des mesures que nous avons testées, et qui tient non pas à la direction, vous le voyez ici, est à chaque fois perçue comme bonne, mais à une rapidité insuffisante. Notre échelle de ce point de vue est, je crois, très révélatrice, très intéressante et très révélatrice. Nous demandons à chaque fois est-ce que la mesure envisagée va dans le bon sens et est suffisante, va dans le bon sens mais n'est pas suffisante et va dans le mauvais sens. Vous voyez que très peu de mesures testées vont dans le mauvais sens, mais qu'en revanche, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin sur toutes ces dimensions, donc les mesures en faveur de l'innovation, la réduction du coût du travail, la réforme territoriale, la simplification administrative, la fusion des instances représentatives du personnel et la simplification de procédures d'information et des consultations du comité d'entreprise. C'est la même chose pour les mesures qui suivent et de manière peut-être plus appuyée encore. La réforme du Code du travail, la loi El Khomri, que nous n'avions pas pu tester par définition l'année dernière, va dans le bon sens pour 72% des personnes interrogées, mais pour le coup, pour 68%, vous le voyez, elle est insuffisante en termes d'intensité et de rapidité. Et on mesure aussi une forme de regret ou de frustration à l'égard de réformes qui ont été engagées, annoncées et engagées, comme la simplification des démarches administratives, puisque là, vous voyez qu'on n'est plus qu'à 58% de jugements positifs sur la direction et que, véritablement, il y a un nombre conséquent d'interviewés qui ne se prononcent pas parce qu'ils ne voient pas très bien, justement, cette simplification s'incarner et qu'il y a toujours ce problème ou cette dimension d'insuffisante rapidité. Donc le jugement nuancé des interviewés, d'un côté l'attractivité, elle reste mauvaise mais elle s'améliore d'année en année, et d'un autre côté la perception subjective qui est beaucoup plus négative d'une certaine façon, s'explique par ce sentiment diffus que beaucoup de mesures ont été prises mais qu'elles ne vont pas suffisamment loin et suffisamment vite. Et c'est ce que nous avons également dans cet indicateur. Quand on demande si ces mesures ont encouragé l'entreprise des personnes interrogées à développer son activité en France, on a 20%, ce qui n'est pas négligeable malgré tout, c'est un indicateur lourd, 20% des interviewés qui nous disent que oui, mais c'est quand même en baisse par rapport aux années précédentes, et toujours 79% donc d'interviewés qui nous disent que malgré toutes ces mesures, il n'y a pas d'incitation forte à développer l'activité en France. Alors est-ce que l'opinion sur le rythme des réformes engagées est-ce que ce rythme est bon ? Eh bien, réponse non. Vous le voyez, trop rapide 2%, pas assez rapide 89%. Le chiffre est massif et explique très bien, je crois, il y a une grande clarté dans les réponses des personnes interrogées, très bien leur perception et leur critique à l'égard du rythme des mesures. Dernier grand indicateur, c'est une fois qu'on a vu la direction, l'intensité, le jugement, c'est tout simplement les attentes. Quelles sont les réformes ou les mesures qu'il faudrait prioritairement mettre en place pour favoriser l'attractivité de notre pays ? Eh bien, c'est d'abord améliorer la compétitivité fiscale de la France. Le résultat là-dessus est massif et vous voyez qu'on a une hiérarchie qui est parfaitement claire. Les items ne sont pas assez proches les uns des autres. Non, la question de la fiscalité reste une question fiscale. La question de la réduction du coût du travail est également citée en numéro 2 et par une majorité d'interviewés, 55%, tout comme l'intensification nécessaire de la simplification administrative. Et derrière ces trois grandes attentes qui sont, on l'a vu, insuffisamment comblées, eh bien, vous avez malgré tout aussi d'autres attentes qui s'élèvent à un niveau élevé, libéraliser davantage le marché du travail, refonder le dialogue social, améliorer l'image de la France à l'étranger. Viennent ensuite des mesures qui ne sont pas secondaires, mais qui en termes de hiérarchie le sont quand même nettement moins quand on parle de numérisation de l'économie ou de renoncement à toutes les barrières protectionnistes.
Troisième partie, enfin, l'image de la France à l'international. L'intérêt de cet échantillon, c'est qu'il pose des questions à des personnes qui ont deux pieds en termes de mondialisation, un pied évidemment en France, mais évidemment à travers leurs sièges sociaux qui sont en relation permanente avec des groupes mondiaux qui ont un regard donc spécifique sur la France. Et quand on leur demande si l'image de notre pays est positive ou négative auprès de leurs sièges mondiaux, la réponse est hélas toujours négative. 64% donc des interviewés nous disent que l'image de la France reste négative. C'est malgré tout moins qu'auparavant, et cela confirme le tout premier indicateur. Il y a quelque chose qui bouge et qui bouge quand même dans un sens positif. Donc 33% de réponses positives, c'est plus 5 par rapport à l'année dernière, et c'était l'année dernière déjà en très légère augmentation. Donc vous retrouvez bien ces deux leviers, ça va un petit peu mieux, mais les niveaux sont encore insuffisants, et pour les raisons que nous avons principalement évoquées. Est-ce que cette image, du coup, en perception subjective, s'est améliorée, s'est dégradée ou n'a pas changé? Eh bien, la réponse majoritaire, 47%, reste quand même qu'elle s'est dégradée. Du coup, en termes d'intention d'investir, au total dans notre pays, est-ce qu'il y a une intention supérieure d'investir? La réponse est oui, à 43%, et les évolutions sont là encore positives, mais nous avons toujours un échantillon extrêmement partagé. Et je crois que cette troisième édition du baromètre peut se résumer ainsi. Ça va dans le bon sens, l'attractivité s'améliore. Incontestablement, il y a quelque chose qui s'est produit et qui interagit un peu avec l'image de la France dans les sièges mondiaux, mais d'un autre côté, ça ne va pas assez vite et les décisions d'investissement, si elles progressent, sont encore extrêmement partagées. Voilà pour les grands enseignements de cette enquête. Merci de votre attention et du coup, je vous rends la parole. Merci Brice. Donc vous l'avez compris, j'y faisais référence au début du lancement de cette table ronde, jugement nuancé. Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Et nous sommes, les patrons d'entreprises étrangères implantées en France, les défenseurs de ces avancées, mais notre constat aussi fait que nous n'allons pas assez vite. Lorsque je dis ça, moi je dis toujours, nous on ne nous demande qu'une chose, notre responsabilité. C'est pas de développer le Brésil, c'est pas de développer l'Amérique latine. Moi, je suis pas le CEO monde d'Accenture, je suis le CEO français. Moi, ce qu'on me demande, c'est de développer la France en termes de part de marché, en termes de croissance, en termes de profitabilité, en termes de recrutement, en termes de bien-être des salariés. C'est ça qu'on me demande de faire. Et notre combat quotidien, il est là. Quand on veut faire une acquisition, il faut qu'on ait les éléments pour pouvoir défendre nos acquisitions qui sont des investissements mondiaux qu'on fera en Allemagne, en France ou dans d'autres pays. Donc il faut qu'on ait les moyens de finalement pousser jusqu'au bout. Françoise, qui est une optimiste résolue, qui me dit « Ah, mais moi, je préfère être positif ». On est tous, on est positif. On veut être positif. Et puis un jour, eh ben non. Hein, je disais tout à l'heure sur la C3, je le disais tout à l'heure sur les AGA, mais je pourrais prendre l'organisation du travail et l'inspection du travail. Combien de contrôles dans nos métiers aujourd'hui? Et la règle des 11 heures de repos quotidien, et la règle des 35 heures de repos hebdomadaire, la règle que vous connaissez peut-être pas des 10 heures maximum de travail par jour. Vous ajoutez la règle des 44 heures par semaine, vous ajoutez la règle des 44 heures, des 45 heures sur 12 semaines glissantes, vous ajoutez la règle de la prise de congé de 12 jours entre le 1er juin et le 1er mai, pardon, et le 31 octobre, et puis vous devenez dingue. Vous devenez dingue parce que ces règles-là ne sont plus adaptées à notre responsabilité. Vous devenez dingue, on en rigole, mais on est attaqué. Et au niveau aujourd'hui du numérique, on est contrôlé, et de contrôler de plus en plus. Le droit à la déconnexion, il faut fermer les VL à 21h, il faut fermer le building à 21h, il faut emplacer les tourniquets de tourner 11h. On devient, je ne m'énerve pas. Alors, je termine. Non, je termine là-dessus. Non, c'était facile. Non, je termine là-dessus parce que Denis va me gronder. Pour dire, le deuxième paradoxe que je voyais, c'était aussi l'audace des autres pays qui ont fait des transformations et qui sont allés jusqu'au bout des transformations. Donc, nos orientations sont les bonnes, mais on n'est pas allé au bout. Je dirais une dernière dimension, parce que je crois qu'il y a deux dimensions dans l'attractivité. Il y a une dimension matérielle, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, puis je pense qu'il y a une dimension immatérielle de l'attractivité qui relève plus de ce qui nous façonne
de ce qui nous est propre. Je parle là de nos racines, de notre culture, de notre diversité, et qui participe au moins autant à l'attractivité de la France. Et c'est aussi l'image que nous véhiculons aux yeux du monde. Et là, sur ce plan-là, moi, je fais le constat qu'il y a un véritable désir de France et besoin de France. Désir de France dans nos entreprises, désir d'avoir des dirigeants français, parce que la France est reconnue comme étant innovant dans ses formations, dans la gestion de la complexité, dans sa prise de risque aussi d'une certaine façon, dans ce bouillonnement. Et ce besoin de France, on le voit dans le monde économique, mais on pourrait le voir aussi dans le monde qui est moins celui qui nous occupe aujourd'hui, mais dans le monde diplomatique, où la France continue quand même à peser, et on demande à la France d'arbitrer. Donc moi je dirais qu'il faut transformer ce désir de France, ce besoin de France, en désir de vivre, de travailler et d'investir en France. Merci. Merci beaucoup. La France est un besoin des hommes, disait Victor Hugo. Il faut essayer de réveiller ce rêve. Et de la même manière, puisque dans l'étude on a cru voir un frémissement d'optimisme, ça ne va pas très bien, mais ça va un peu mieux que l'année dernière, on va essayer de creuser avec la première table ronde ce sentiment-là. Reconnaissons que la France est au moins attractive pour une catégorie d'entrepreneurs, et ils sont très audacieux, c'est les candidats à la présidence de la République. Chaque jour, il y en a un de plus. Donc, notamment dans quelques minutes, là, il y en aura un qui va compter, en tout cas, qui va essayer de bouger les lignes. Même si même si le 27 novembre, il y en aura 6 de moins, évidemment, puisqu'il y en aura un seul qui restera à droite. Nous étions, il y a quelques jours, avec Jean-Pierre Le Tartre à Budapest. On a pu constater quand même que la France gardait une certaine activité, ne serait-ce que pour la vie nocturne, que Jean-Pierre a longuement expérimenté à Budapest. Et pour la gastronomie, malgré les progrès notables du goulash, on garde une petite longueur d'avance. Reste à voir si c'est le cas dans d'autres activités plus sérieuses. Nous avons, pour accompagner cette première réflexion, 3 témoins et 3 chapitres. Les chapitres sont simples, c'est une sorte de bilan de l'attractivité par-delà l'étude qui a été faite. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attractivité de la France se dégrade, se stabilise ou s'améliore ? Ensuite, deuxième point, est-ce que les politiques menées depuis quelques mois, depuis quelques années par le gouvernement qui termine son quinquennat ont un effet positif et peuvent avoir encore un effet de levier dans les mois qui lui restent ? Et puis troisièmement, vu des expériences concrètes des entreprises et notamment des maisons mères qui sont à l'étranger pour nos 3 témoins de cette première table ronde, est-ce que de manière concrète, dans la pratique de l'entreprise étrangère qui investit, qui se développe ou non en France, ce changement de cap, ces évolutions de politique menées sont efficientes ou sont simplement cosmétiques. Alors on a la chance d'avoir 3 expériences d'entreprise qui nous viennent de loin, puisque la première avec Françoise Bartoli, c'est AstraZeneca, ça nous vient de l'extérieur de l'Union européenne, à savoir le Royaume-Uni. Et puis pour les 2 autres, ça nous vient d'une planète extrêmement éloignée, c'est-à-dire l'Amérique de Donald Trump. Donc c'est bien. On va pouvoir voir si de très très loin nous demeurons attractifs. Françoise Bartoli préside AstraZeneca, qui a des activités dans le médicament, donc une activité de recherche, mais aussi de production. Nous aurons ensuite Laurence Negroni, qui est directrice générale de Steelcase, donc aménagement de bureaux, je ne me trompe pas, en résumant ainsi, et puis après l'agroalimentaire avec General Mills et Nicolas de la Giraudet. Je commence tout de suite avec vous, Françoise, pour ce premier point. Est-ce que l'attractivité de la France, quand on est une entreprise venant du Royaume-Uni, quand on est une entreprise qui compte autant sur la recherche, l'innovation pour le développement de ses activités futures, et on a vu que c'était plutôt apprécié par les sondés, est-ce que l'attractivité s'améliore ? Quand je regarde l'actualité de votre entreprise, la réponse doit être oui, puisqu'il y a quelques jours, vous avez posé la première pierre d'une extension d'usine à Dunkerque, à côté d'ailleurs de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui n'a toujours pas choisi son candidat à la primaire de la droite, et qui compte bien ne pas choisir, comme quoi on peut être investisseur et prudent. Donc si vous investissez, si vous agrandissez vos locaux, c'est que vous trouvez la France attractive aujourd'hui et à long terme. Je vais essayer de vous répondre. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes un laboratoire anglo-suédois. Donc, je m'en sors par une très belle pirouette. Je me sens profondément européenne et je pense que AstraZeneca est une entreprise non pas européenne, mais une entreprise mondiale. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans mes propos. On est un acteur
international, on est un acteur mondial. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a le sentiment que l'attractivité de la France s'est améliorée? J'aimerais tellement vous répondre oui, parce que comme le dit Christian, je suis quelqu'un de résolument optimiste, résolument prospective et résolument tourné vers ce qui est fait de manière très positive par les autorités et par le climat général. Donc je me méfie beaucoup des pessimistes professionnels et de manière générale, je m'en écarte. Mais je vais avoir une réponse, en fait, qui va être une réponse assez neutre, parce que ce ne serait pas être très pragmatique et très lucide de répondre oui. Donc j'ai envie de vous répondre que finalement, des grandes décisions d'investissement qui sont menées par nos groupes, elles ne peuvent pas se déterminer sur une période d'1 an. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, bien évidemment. Donc c'est très difficile de raisonner sur du court terme. On raisonne sur des processus d'investissement, évidemment, qui sont des processus de long terme, qui sont liés à des grands enjeux stratégiques et qui sont liés à des grands défis de transformation de notre industrie, et l'appréciation du groupe sur le fait que est-ce que les capacités, soit industrielles, soit scientifiques, des équipes que nous avons sur place, vont permettre de relever ces défis. Donc, donc c'est vraiment pas quelque chose qui se résume sur du court terme. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple, puisque vous avez parlé de Dunkerque, et c'est vrai que AstraZeneca a annoncé très récemment un investissement massif, très important, en production, un investissement de 135 millions d'euros pour étendre les capacités industrielles de notre site de production de Dunkerque. Et en fait, évidemment, cette décision, elle n'a pas été liée par une incitation unique, isolée, mais plutôt par un ensemble de critères. Alors la première chose, c'est que cette décision, elle est liée à une acquisition d'une entreprise américaine qui s'appelle Pearl. L'acquisition s'est faite en 2013 par Pascal Soriot, notre CEO, pour produire un nouveau médicament avec 5 à 6 millions d'unités en 2018. Donc si vous voulez savoir si l'attractivité de la France entre 2015 et 2016 s'est améliorée, bien sûr que c'est une question importante, mais pour un investissement de long terme, c'est plutôt des incitations beaucoup plus larges et la croissance économique ou l'environnement au global qui est important. Plus la stabilité fiscale, bien entendu. Ça jouerait beaucoup. La stabilité fiscale est absolument critique. Donc qu'est-ce qu'on va regarder s'il y a un capital humain, à savoir est-ce que les équipes en France sont bien formées, est-ce qu'elles ont un savoir-faire différenciant? Est-ce que l'écosystème est favorable? Et pour avoir un écosystème favorable, bien sûr qu'il faut avoir un soutien national, mais il ne suffit pas. Il faut aussi avoir les autorités locales qui sont avec nous. Il faut avoir le moins de bureaucratie possible, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un obstacle qui est majeur pour nos groupes. Et quand on voit que selon le dernier classement du Forum de Davos, la France occupe encore la 121e place sur 144 en termes de fardeau administratif, ça c'est un repoussoir absolument terrible pour nos groupes. Et puis, évidemment, ce qui est apprécié aussi, c'est l'expérience de la filiale de pouvoir gérer de grands projets et le savoir-faire du groupe et évidemment les infrastructures déjà existantes, la réputation qu'on peut avoir. Et effectivement, cela fait 20 ans que ce site existe et que des centaines de millions d'euros y ont été investis et qu'il a largement démontré sa réputation. Donc aujourd'hui, bien évidemment, j'aurais pu donner beaucoup d'autres exemples, en particulier en recherche et développement, j'y reviendrai tout à l'heure très probablement, parce qu'on est avant tout un acteur de R&D. Et le crédit impôt recherche joue un rôle. J'y reviendrai tout à l'heure. Bien sûr que le crédit impôt recherche est une mesure qui est très incitative et qui est absolument formidable pour nos groupes. Donc, je dirais qu'il y a 3 enseignements. Aujourd'hui, on a, grâce à cet investissement, on est le 39e exportateur en France, le 3e exportateur de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un investissement qui est gagnant pour tout le monde, puisqu'on a des exports de quasiment d'1,2 milliard, donc c'est vraiment énorme. Et donc, je dirais, pour conclure, que pour avoir un investissement de cette ampleur, il y a
Tout d'abord, la formation des équipes. Et Christian, on a parlé, il y a ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Et le savoir-faire de la France, il est absolument fondamental. Il est fondamental dans le talent académique, bien entendu, et il est fondamental aussi dans l'outil de production, on sait faire. Et ça a été un élément qui a été très important. Donc on doit investir dans la formation, parce que l'expertise et l'expérience des équipes est très importante. Le deuxième élan, c'est de savoir travailler de manière très rapprochée avec les autorités, à la fois dans des partenariats nationaux, mais également des partenariats locaux. Et puis j'ai envie de dire aussi, méfions-nous, ne nous crispons pas et méfions-nous de l'introversion. L'introversion, elle est catastrophique. Nous sommes un grand groupe international, c'est ce que je vous ai dit, et on essaie de montrer qu'en France aussi, ces valeurs, elles sont réelles. Donc, et c'est important dans la manière dont se comportent les collaborateurs d'une filiale, d'avoir cette ouverture, d'avoir cette intelligence et de comprendre les valeurs du groupe. C'est un peu à contre-courant de l'opinion aujourd'hui, qui demande plus de protectionnisme et qui a une tendance au repli. Moi, je pense que le protectionnisme nous emmènerait vers un mur. Donc, je suis pour l'ouverture et je pense que la France gagnera si elle continue à être ouverte, si elle continue à être intelligente. Et moi, dans mon métier de tous les jours, eh bien, j'essaie de le démontrer en regardant ce qui se fait de positif dans les autres filiales. Donc, vous savez, au-delà d'être européen, on est un grand acteur international. Et comme le dit Christian, ce qui fera gagner la France, c'est qu'elle soit encore plus ouverte, encore plus intelligente pour créer les meilleures conditions d'accueil pour les groupes internationaux. C'est ça qui est important. L'élément culturel est majeur. Merci beaucoup. Sur ce premier thème, on va faire réagir nos deux autres témoins de cette table ronde. Nicolas, peut-être à commencer par vous. Compte tenu de la nature de l'activité de votre groupe, est-ce que la France est vue comme un pays attractif, à la fois comme marché de consommateurs, malgré les réticences culturelles sur tout ce qui peut être OGM, innovation, etc., et éventuellement aussi un peu de patriotisme économique sur la nourriture, sur l'agroalimentaire, et un terrain attractif pour des investissements? Est-ce que General Mills investit en France, développe des activités? La réponse est clairement oui. General Mills, c'est une boîte d'agroalimentaire présente aux États-Unis historiquement et qui a un a priori très positif sur la France. Et c'est pas juste un a priori, je dirais pour moi l'attractivité c'est un peu une relation. C'est peut-être une relation au départ amicale, peut-être une relation d'amour, et on dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc aujourd'hui, l'attractivité, ça ne juge pas sur la dernière période, ça juge sur une période plus longue. Et aujourd'hui, quand je regarde les dernières années précédentes, il y a eu plusieurs preuves d'amour du groupe General Mills envers la France, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on parle d'agroalimentaire, on parle des marques, et quand on parle des marques, on donne à consommer localement. Donc effectivement, les produits sont faits localement. Aujourd'hui, on a plusieurs marques, pour en citer quelques-unes. Häagen-Dazs, parce que les marques sont plus connues que le groupe en général. Häagen-Dazs, il y a 20 ans, on a pris la décision où est-ce qu'on va mettre notre usine de glace en Europe. Et ce qui a décidé, c'est à la fois tout ce dont on vient de parler, et aussi, quand on parle d'agroalimentaire, la qualité des produits, la qualité intrinsèque. Parce que pour faire un bon plat, il faut des bons ingrédients. Donc la matière première est critique. Et aujourd'hui, on a décidé, historiquement, d'investir en France et à Arras. Donc aujourd'hui, on vend des glaces Häagen-Dazs dans 80 pays dans le monde, produites à Arras. Donc le drapeau français s'exporte. Alors on a un investissement à Dunkerque et un investissement à Arras, comme quoi il n'y a aucune fatalité sur des territoires qui ont beaucoup souffert par le temps passé. Alors c'est peut-être parce qu'avec François Hollande, il pleut partout, donc le Nord retrouve un avantage compétitif. Il se trouve que le Baril Centre, effectivement, se déplace vers le nord, là, mais il y aura sûrement d'autres exemples sur tout le territoire. Et si on veut passer plus au sud, parce que j'ai d'autres exemples dans le sud de la France, donc on aime la France dans toute cette diversité, on produit aussi du maïs sous la marque Géant Vert. Et aujourd'hui, on a fait le choix d'être implanté au sud de la France, à la Battute, dans le sud de la France, Pays Basque. Et là encore, on vend dans 80 pays en Europe. Et au-delà. Donc aujourd'hui, la qualité des matières premières, pour nous, c'était déterminant. Première chose, la qualité des talents aussi, a joué aussi beaucoup. Et au-delà du bénéfice consommateur, c'est
le marché qui nous a attirés. Et où s'implanter en Europe, la France, à travers la qualité de ses produits, à la qualité de la taille du marché, était vraiment une terre de prédilection. Et c'est dans cette perspective-là que moi j'ai la chance de diriger ce groupe-là, où le groupe est très positif historiquement sur la France et a un parti pris positif. Aujourd'hui, la question qu'il nous pose, c'est est-ce que vous continuez, vous, France, à me donner des gages pour continuer mon investissement? Quel gage? Qualité des produits et de la main-d'œuvre toujours ou d'autres gages? Ça, je dirais maintenant, c'est un acquis. Donc ça, c'est dans la base. Et maintenant, c'est du compétitif, c'est du relatif. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Et on aime beaucoup ça. Et c'est pour ça qu'on est historiquement en France. Maintenant, continuez de nous rassurer sur les choses qui nous font un petit peu, qui nous chagrinent un petit peu. Et effectivement, là, on revient sur plus de visibilité et moins de changements au niveau fiscalité. Donc en fait, la stabilité fiscale. La stabilité fiscale, c'est quelque chose de clé. Donc les changements, quand il y en a trop, un à droite, un à gauche, un au centre, un derrière, ça c'est vraiment difficile à lire pour quelqu'un de l'extérieur. Et deuxièmement, ne considérez pas qu'il faut faire mieux qu'avant, et ça a été dit en introduction, mais mieux qu'ailleurs. Donc aujourd'hui, tout cet aspect de benchmarking, la discussion n'est pas est-ce qu'on est mieux avant en France aujourd'hui que hier, et sans doute, je pense qu'on va dans la bonne direction, mais c'est le faux débat. C'est un débat assez franco-français. La question, quand on prend un peu de recul, c'est est-ce qu'on est mieux que les autres? Et quel est l'ailleurs qui nous menace? Si demain Agendas et Géant Vert déménagent, quels sont les pays qui sont sur nos basques? Alors, ça restera nous. Ça restera là, on est dans pour nous, ça sera des compétiteurs européens. Oui. Donc, c'est quoi? C'est l'Allemagne qui a fait un effort en agriculture? C'est encore plus au sur la production de produits en tant que tel, on garde, mais ça serait plus sur les zones de services partagés, sur des zones de sièges européens où l'aspect produit est moins important. Donc, je pense que question usine, on est sécurisé, mais l'attractivité sur d'autres pays, ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Angleterre. Effectivement, on parle beaucoup du Brexit, mais il ne faut pas que le Brexit soit juste une raison pour nous de ne pas faire mieux. Je pense que c'est vraiment à nous de tracer notre sillon. Donc les pays limitrophes sont nos voisins et compétiteurs. Laurence, première question. Avez-vous aménagé les bureaux d'Emmanuel Macron à Paris? C'est du style case ou non? Pas... Alors malheureusement, non. Bon, il va perdre alors. Il va perdre. Sinon, vous qui n'êtes pas dans ce pays tributaire de la qualité des produits, l'agriculture française est renommée, mais enfin les matériaux, les matières premières pour construire des bureaux, c'est à peu près la même partout. Qu'est-ce qui fait que la France peut être plus ou moins attractive pour votre activité? Alors, effectivement, Steelcase accompagne les entreprises dès lors qu'elles ont un projet de déménagement, de restructuration. Et aujourd'hui, la France reste somme toute attractive puisqu'on existe encore et on a du potentiel à accompagner ces entreprises. Ce qui fait aujourd'hui, j'allais dire, le potentiel pour Steelcase en France, c'est l'attraction de ces entreprises sur le territoire. Chaque fois qu'un emploi est créé, c'est potentiellement, pas toujours parce qu'on n'a pas que des cols blancs, mais c'est potentiellement un poste de travail. Donc la qualité des produits reste importante, puisqu'on a aussi des unités de production en France. Et aujourd'hui, vous posez la question à mes collègues en termes d'investissement. Le groupe investit lourdement en France pour garder ses outils industriels en France. Et il y a quelques réformes qui nous aident, la réduction du coût du travail. Pour garder cet outil, et si on les garde aussi en France, c'est pour plusieurs raisons. On en a parlé, le talent. Des gens qui travaillent dans ces usines, et c'est la capacité à produire avec une productivité qui est reconnue comme très bonne. On va regarder dans un instant là l'efficacité, l'efficience et les promesses des politiques menées par le gouvernement depuis quelque temps. Je vous entendais, Christian, répéter stabilité fiscale. C'est vraiment discriminant, oui. Oui, c'est discriminant parce qu'on ne sait jamais, encore une fois sur les agas, je le dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait en politique, nous, salariales? On continue à faire des distributions, des qualifiés, des pas qualifiés, c'est toujours comme ça. Moi, ce que je veux simplement dire en écoutant tout ça, parce que alors, moi, j'ai réussi à investir, alors cette fois-ci à Sophia Antipolis, et garder mon centre de recherche et développement à Sophia Antipolis grâce au CIR. Donc on peut dire que c'est une bonne mesure. Mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'on est là, on dit oui, ça va dans le bon sens. Ah, le CICE, c'est bien. Ouais, tiens, 1% de plus sur le CICE là, dans la loi de finances, c'est pas mal. Bon, après, j'ai dit, là, c'est 3 aspects, machin, le truc, on s'y retrouve pas. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faudrait faire bien la première fois. On s'est empalé
des tonnes de mauvaises choses, puis après on dit on fait des corrections. Mais les corrections, elles sont là. Ah, c'est pas mal les corrections, oui, mais ça ne comble pas ce qu'on a fait avant, et tout le monde le dit. Enfin, c'est pas moi qui ai parlé. C'est avant 2012, c'est-à-dire le ras-le-bol fiscal, ou c'est plus ancien? Mais ça a commencé effectivement sur les entreprises et sur l'augmentation fiscale en général. Pierre Gattaz n'arrête pas de le dire, on lui dit « Ah Pierre », d'ailleurs dans un livre on dit « Ah Pierre, il y va un peu fort, il est lourd ». Je ne sais plus quel livre c'est ça, je crois que c'est un président dit pas ça, mais enfin brun. Un président ne devrait pas dire non, ça. Non, mais je plaisante. Mais il a raison. Il faut marteler ça en permanence. Après, on dit, ah, vous n'avez pas créé les emplois. Ben, on n'a pas créé les emplois, pourquoi? Parce qu'on nous a donné ça en charge, on nous donne ça, et puis ça est allé dans le temps. Puis après, on nous dit, c'est pas tout à fait ça, c'est ça. Puis après, c'est un petit peu ça. C'est de l'image, mais c'est la réalité de ce qu'on vit. Donc, faisons bien la première fois, et ça ira mieux, et on accélérera en permanence. Là, on est pied et frein, on ne fait pas de la voiture de course, nous, hein, on n'est pas sur le pied et le frein en permanence. Il faut aller en accélérant en permanence. Et c'est ça qui nous manque, parce qu'à chaque fois, on prend des contre-exemples. Quand même, cette histoire d'1% du CICE de plus, pourquoi? C'est parce qu'on ne fait pas la C3S. Mais alors pourquoi on ne fait pas la C3S alors qu'on l'a promis? Et alors après, partout où on nous regarde, on dit, mais alors c'était là, c'est plus là, c'est encore là, ça revient, on est paumé. Et les 3%, tiens, les 3% sur les dividendes, c'est un bon truc parce qu'on est tous quasiment concernés, les 3% de dividendes qui remontent sur les entreprises étrangères, machin. Ça devait être taxé, 3%. Bon, alors on dit, ah non, ça c'est pas possible, d'abord c'est constitutionnellement ça marche pas, ou c'est l'Europe qui pourra pas accepter. Donc on le retire. Alors on retire les 3%, on dit, ouais, on retire les 3%, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une anticipation de la C3S qu'on n'a pas supprimée. Donc on nous demande de payer la C3S en anticipation pour combler les 3% qu'on a supprimés, qui était une taxe qui de toute façon personne ne veut et n'est même pas légale constitutionnellement. Ben il faut arrêter. Alors, on perd du temps. Non mais on perd notre temps, c'est vrai. Laurence, vous partagez cet avis, comme apparemment l'Assemblée. Si vous partagez cet avis, beaucoup de mesures intéressantes mais qui ne compensent pas les efforts excessifs qui ont été demandés avant, et puis beaucoup de mesures, j'allais dire hypocrites, en tout cas un peu flouées par le fait qu'elles sont immédiatement compensées par d'autres ruses. Dans la politique du gouvernement, quand même, depuis 3 ans maintenant, CICE, loi Macron, loi El Khomri, il y a eu beaucoup de choses. Alors, il y a eu beaucoup de choses et des choses qui vont dans le bon sens, le sondage le dit. Tout ce qui va dans le sens de la simplification, de l'amélioration du dialogue social, de l'agilité qu'on peut donner aux entreprises pour s'adapter à un environnement qui change et qui change à un rythme important, ça va dans le bon sens. Ces réformes sont-elles à la hauteur des enjeux que nos entreprises rencontrent en termes de défis? Oui, certainement, puisque j'allais dire aujourd'hui, en tant que patron d'entreprise, quand je me réveille le matin, ce qui m'importe, c'est de savoir comment je vais pouvoir attirer des talents et comment je vais pouvoir innover pour me différencier sur un marché qui est très compétitif. Donc j'ai l'impression de mener un double combat. Le premier, c'est sur la compétition dans mon industrie, pour gagner des parts de marché. Le deuxième combat que je mène, c'est auprès de mes actionnaires, pour les convaincre de continuer à investir en France. Donc je suis d'un naturel plutôt optimiste, comme Françoise, et la tâche n'est pas facile. Les réformes nous aident. Ce qui nous freine aujourd'hui, c'est que le rythme de ces réformes n'est pas suffisamment fort. Des réformes, on en parlait, qui ne sont pas forcément audacieuses suffisamment pour nous permettre d'avancer et d'encourager ces changements à un rythme beaucoup plus fort. Quand vous dites le rythme, c'est-à-dire qu'entre l'annonce par le ministre, la loi, les décrets, l'entrée en application, oui, il se passe beaucoup trop de temps. Oui, et puis dans le dialogue social, on voit bien qu'il y a des réformes qui sont appauvries, diluées. Donc le temps que ça soit implémenté, effectivement, la réforme parfois a perdu de son essence. De ce côté-là, le CICE a eu une traduction concrète presque à la hauteur de la promesse, et la loi El Khomri, pas du tout. On peut faire ces deux catégories? Pas vraiment. C'est-à-dire, dans votre vie d'entreprise et dans vos relations avec votre siège central aux États-Unis, la loi El Khomri s'est passée, oui, and so what. And so what. Très bien. Françoise, dans la décision d'investir, est-ce que vous avez mis en avant, auprès de vos investisseurs, de vos actionnaires, ce qui se passait en France sur ces mesures-là, sur ces mesures concrètes? Le crédit impôt recherche, vous en parliez tout à l'heure, mais le CICE, les assouplissements sur le droit du travail, les assouplissements éventuellement sur la durée du travail, ça a servi d'argument. Et puis, question complémentaire, est-ce qu'en riposte, on vous a dit, oui, mais en Italie, il se passe ceci, en Espagne, il se passe cela, en Hongrie, il se passe ceci, en Allemagne, il se passe cela? Je pense que ça a joué, mais pas forcément sur cette décision-là, pas forcément sur la décision de cet investissement à Dunkerque. Je pense que ce qui est important dans la manière dont résonne un grand groupe international,
c'est de regarder, est-ce que l'environnement économique y est certain, est-ce que l'environnement économique y est positif? Et je voudrais revenir sur ce point-là parce que c'est, à mon avis, le point critique majeur que je ferai. On a, nous, en tant qu'acteurs majeurs de la santé, on a un leitmotiv, une passion et une priorité qui est tout simplement de pouvoir mettre à disposition nos innovations au plus grand nombre. On a aujourd'hui un progrès, une accélération des progrès médicaux qui est absolument spectaculaire. Est-ce que la France suit? Franchement, je n'en suis pas sûre. Et ce qui, en fait, déplaît au groupe, c'est l'ambiguïté. D'un côté, on est vu comme une industrie stratégique, porteuse d'espoir, porteuse de croissance, porteuse d'emploi, porteuse d'investissement. Et quand vous discutez avec Bercy, vous êtes extrêmement soutenu. Ce n'est pas tout à fait la même chose, si je puis me permettre, quand on discute avec l'avenue de Ségur. Parce que là, de nouveau, on est perçu comme un centre de coûts et comme un centre de dépenses. Donc vous avez cette espèce d'approche brouillonne, interministérielle, qui est extrêmement compliquée à gérer et qui déplaît terriblement à nos groupes. C'est ce qu'on appelle une approche brouillonne et un peu court-termiste. Est-ce que la solution, c'est pas d'avoir demain une approche uniquement avec les acteurs locaux? Il y a des grandes régions maintenant. Si ce sont elles qui ont plus de marge de manœuvre pour décider des règles à appliquer sur le terrain, ça vous simplifiera la tâche? Honnêtement, non. Je pense que les deux sont importants, mais il faut d'abord avoir des grandes décisions nationales qui sont ensuite déployés au niveau local. Je pense que les deux sont importants. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a certains dispositifs interministériels nous permettent d'avancer et sont très positifs. Et je voudrais donner comme exemple les programmes d'investissement d'avenir, parce que je pense que c'est une mesure qui, évidemment, avec le crédit impôt recherche, a été extrêmement positive. Donc, ces appels à projets, ils plaisent à nos groupes. Ces appels à projets nationaux qui visent à financer des dossiers d'excellence innovants à fort potentiel de croissance, qui touchent la recherche, qui touchent la valorisation, les biotechnologies, le numérique, tout ce qui est d'avenir. Et nous qui sommes des acteurs biopharmaceutiques, il faut, pour donner quelques chiffres, AstraZeneca, c'est avant tout un acteur biopharmaceutique de recherche et développement. On investit 24% de notre chiffre d'affaires en R&D. Donc ce sont des investissements en R&D qui sont colossaux. Les partenariats publics-privés, la manière dont on travaille avec la recherche académique, elle est absolument critique. Elle est majeure. Le talent académique de la France, il permet d'avancer. Donc c'est ça qui nous intéresse. Bien sûr, la production est importante, mais avant tout, on a un acteur de R&D. Donc je voudrais donner quand même quelques exemples parce que ça nous a permis d'être partenaires, par exemple en immuno-oncologie avec Gustave Roussy, avec Bichat. Enfin, il y a beaucoup d'exemples des laboratoires internationaux de recherche. Je représente AstraZeneca, mais tous les laboratoires internationaux de recherche pourraient vous donner des exemples extrêmement positifs. Et le fait qu'on puisse bénéficier d'un investissement public est extrêmement important pour nos groupes. Donc il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qu'on met en avant, mais cette approche brouillonne, c'est cette ambiguïté, cette incertitude qui exaspère les groupes internationaux et en particulier anglo-suédois. Nicolas, est-ce que vous feriez le même tableau? C'est-à-dire d'un côté, investissement d'avenir, très bon point, et de l'autre, cette espèce de stéréo, Bercy d'un côté et le social de l'autre, un vrai handicap? Oui, et pour moi, le point vraiment saillant, c'est innovation. Et quelque part, à titre personnel, collectif, il faut renforcer ces points forts. Et le point fort de la France, c'est l'innovation. La question que nous, on se pose quand je discute avec mon siège à General Mills, c'est pas est-ce que la France est attractive. La question, c'est comment faire pour développer notre business. Dans le business aujourd'hui agroalimentaire, sur les grandes marques, en France,
prenons cet exemple-là, il y a beaucoup de déflation. Donc les prix sont à la baisse. La façon de sortir par le haut de ce modèle qui est un peu négatif, parce que c'est une spirale qui est un peu perdant-perdant pour chacun des acteurs, et à terme, on peut croire que ça donne du pouvoir d'achat aux consommateurs, mais je pense que ça détruit des emplois, donc je pense que c'est vraiment du perdant-perdant-perdant, c'est à travers l'innovation. Et donc la question, c'est en quoi la France peut être une terre d'innovation plus favorable que d'autres. Et aujourd'hui, les éléments qui sont mis à notre support, aujourd'hui, ont été complètement intégrés et joués à plein par General Mills. Le crédit impôt recherche, le CICE, marchent très bien et ont vraiment été perçus comme une avancée positive. Donc là, très grande clarté. Ce qui a amené concrètement, quand on a eu la décision à prendre sur notre centre d'investissement hors États-Unis sur les glaces, centre de recherche et développement aux États-Unis sur les yaourts, on a une marque Yoplait, et ben de le faire à chaque fois en France. Et avant, on les a regroupés historiquement avec Yoplait en France, et aujourd'hui on a Yoplait et les glaces à Vienne, mais Vienne en France. En Isère. En Isère, depuis cette année. Donc là, c'est une preuve tangible, là encore une fois, d'amour, en disant c'est un marché important, on a des incitatifs, mais c'est pas que pour ça qu'on le fait. Et là, quelque chose de plus immatériel, c'est et là on tourne à mon business qui est la nourriture et le rapport des Français à la nourriture, le quart d'heure d'avance qu'on a, l'exigence qu'on a sur les ingrédients et le fait qu'on a un rapport un peu particulier. Et ça, tout ça mis dans la balance fait que on lance plus d'innovation en France que dans les autres pays. Et cette année, on lance 4 marques, ce qui est quand même un rythme fort, et dont 2 de ces marques sont lancées d'abord et avant tout en France, à travers l'Europe. Donc en fait, parce qu'on est un marché test. Si les Français adoubent une marque d'alimentation, et on est un marché à la fois porteur et très exigeant. C'est un peu comme nous les Français. Hein. On est très exigeant sur et donc si on marche en France et on se dit tiens, on a passé la barrière, on peut le faire. Donc ça, je dirais, pour moi, c'est vraiment le point positif qu'il faut continuer de renforcer, qui marche très bien. Ceci dit, je rejoins le propos précédent, il y a quelques ambiguïtés et quelques barrières qui nous empêchent, et et pour moi, la complexité que je vois, et je vois ça à travers mon prisme personnel qui revient en France après quelques années à l'étranger, c'est la complexité qui tourne autour du droit du travail. Où effectivement, là, on a beaucoup d'ambition, mais on voudrait plus de facilité pour adapter la voilure en fonction de l'environnement et de ne pas se projeter avec trop d'engagement aujourd'hui sans savoir ce qui va se passer demain. Laurence, est-ce qu'il y a aussi une spécificité française, fiscale, sociale, qui fait qu'on a du mal dans un groupe comme le vôtre à faire circuler les hauts potentiels? Est-ce que si vous repérez aux États-Unis ou dans un autre pays un cadre dont vous avez envie qu'il vienne travailler en France, est-ce que c'est bloqué parce qu'il vous dit non, je vais arriver en France, sur mon revenu, je vais être tellement fiscalisé que je préfère éviter la case France dans mon parcours? Je pense pas. Aujourd'hui, on a un transfert des talents, et notamment sur la région IMIA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui se passe plutôt bien. Ce que recherchent les gens, c'est pas seulement des avantages fiscaux ou la capacité à pouvoir avoir une vie de famille agréable, c'est aussi la capacité à participer à des projets innovants. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui motive ces transferts de talents ou la volonté d'aller travailler dans un pays autre que celui où on est né, c'est cette capacité à participer à des projets qui sont innovants. Et quand j'entends parler d'innovation, je me dis finalement, il y a des process pour innover. Alors pourquoi la France est capable d'attirer des entreprises innovantes qui innovent avec des process très simples et souvent itératifs? C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire transformer le pays avec des grands changements, des grands bouleversements, des grandes réformes qui sont très complexes, pourquoi n'essaie-t-on pas de prototyper des choses, d'essayer des choses? Et à une petite échelle, quand ça marche, on développe, quand ça ne marche pas, on réessaie. C'est en tout cas un process d'innovation qu'on utilise beaucoup chez Steelcase et qui permet de bouger beaucoup plus vite et de changer les choses beaucoup plus vite. Aujourd'hui, le pays essaye de se transformer, les entreprises essayent aussi de se transformer. Si on attend que tout soit fait à grande échelle et d'avoir quelque chose de parfaitement arrêté, dessiné, encadré, on perd le temps de laisser finalement.
et de savoir si ça marche. Le bon échelon, c'est quoi? C'est les grandes régions, peut-être qu'elles ont été redécoupées par ce gouvernement. Ça donne des surfaces assez grandes et néanmoins de quoi faire un prototype et puis l'arrêter si ça marche pas. Ça peut être la région, ça peut être la métropole. Moi, je trouve que la métropole aujourd'hui, la métropole marche beaucoup mieux que la région. La région aujourd'hui, on a mis du temps déjà à se décider sur l'appellation de ces régions. Leur taille est un peu importante aussi. La taille est importante. On n'a pas vu pour autant une mutualisation des ressources qui était quand même l'objectif initial. La prise de décision facilitée et des pôles de compétences qui soient unifiés. Je pense que la métropole marche très bien, par contre, à l'inverse de la région. Et oui, ça peut être la taille d'un premier échantillon. À tous les trois, je voudrais demander quelque chose de très précis. Est-ce qu'il y a un coût pour le consommateur de tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la complexité d'un droit, la paperasse excessive? Vous signalez tout à l'heure notre 121e place dans ce classement. Est-ce que tout cela, ça finit par se retrouver dans le prix des produits et des services que vous délivrez? Françoise, peut-être? Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Est-ce que je paye le médicament plus cher en France parce qu'il y a des fonctionnaires qui donnent des coups de tampon sur des paperasses à longueur de journée? Voilà. Oh, je ne crois pas qu'on puisse dire Non. ça. Non. Sur ma boîte de maïs? Non, parce qu'on essaie d'être encore plus efficace en interne pour ne pas reproduire ce coût en externe, sinon on n'est pas compétitif. Parce que ça mobilise des ressources chez vous, de traiter tout ce Mais je dirais, donc peut-être en coût, sans doute pas, mais en termes de potentiel de croissance, assurément, parce que ça, c'est autant d'efforts qu'on fait pour faire un petit peu moins d'innovation, un peu moins de croissance, et on pourrait faire mieux. On reste sur un marché compétitif européen. Donc si on perd cette compétitivité en termes de prix, on a juste perdu la bataille. Donc ça impacte beaucoup plus nos marges, j'ai envie de dire, que véritablement le prix au consommateur et à l'entreprise aujourd'hui, puisque nous, on est plutôt en B2B. Mais si on impacte les marges, on décourage les investisseurs, à plus ou moins long terme. C'est cet équilibre fragile qu'il faut essayer qu'il de trouver. qu'il faut combattre. Je pense que ce qu'il faut aussi ajouter, parce que moi je prends des comparaisons très simples dans l'activité de conseil, et Jean-Pierre pourrait dire la même chose. Si je me compare avec l'Allemagne, mes prix de base sont les mêmes. C'est-à-dire qu'un manager chez moi, en France, en euros, il touche à peu près la même chose qu'un manager en Allemagne. Par contre, dès que je commence à charger, là c'est terminé. Là j'ai 20 à 30% d'écart. Si j'ai à 20 à 30% d'écart, il faut bien qu'un jour mes services soient payés 20 à 30% plus cher. Donc si je fais le même projet, toujours le même exemple, Connected Car chez BMW, Connected Car chez Renault, imaginons que ça soit exactement les mêmes fonctionnalités, le même projet avec les mêmes pyramides, il y en a un qui va le payer plus cher. Donc en fait, mon problème de compétitivité à un moment donné et de prix, je le reporte forcément sur mon client qui lui travaille dans un environnement aussi international et donc c'est une cascade. Donc la compétitivité, elle est sur la compétitivité sur l'ensemble de la chaîne. Je voudrais revenir juste sur un point sur Laurence parce qu'elle a posé le vrai problème qui est de dire comment arriver à transformer. Aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut qu'on pose aux candidats, et c'est les questions que nous on pose au niveau du cercle, au niveau des candidats. Ok, on est d'accord, mais comment vous allez arriver à faire ce que vous n'avez pas pu faire avant et ce que vous voulez faire après, plus vite, plus fort, plus haut? C'est ça la véritable question. C'est-à-dire la méthode de gouvernance qui leur permettra, quelles que soient leurs idées, de les appliquer. Et moi je crois que Laurence a dit quelque chose d'extrêmement précis, et je vous renvoie à un livre d'ailleurs de Salim Ismaël sur les organisations exponentielles. Et finalement, lui, il a fait une analyse, y compris dans des grands groupes comme Yahoo, où il a dit, finalement, ces entreprises, mais ces États sont comme un corps humain, c'est-à-dire que vous avez un système immunitaire, et ce système immunitaire, il vous rapporte. Alors parfois, le système immunitaire, c'est bien parce qu'il vous protège, puis parfois, il s'emballe et il détruit. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire quand vous commencez à instiller un peu d'innovation quelque part, au niveau de ces grands groupes et au niveau de l'État, le système immunitaire vous rattrape et finalement vous empêche de faire vos réalisations. Donc la méthode va être clé dans les prochaines années pour arriver effectivement à transformer plus vite, parce qu'on est tous d'accord pour dire que ça se transforme. Puis moi, alors, Françoise est hyper optimiste. Je ne sais pas si elle a vu le PLFSS, mais là, ça va peut-être te calmer, parce que c'est peut-être différent. Non, je ne sais pas, je plaisante. Dans la méthode, il y a évidemment le juridique, c'est-à-dire le législatif, et puis il y a l'administratif. Oui, le PLFSS, vous voulez commenter, Françoise? Pardon? Le PLFSS, non? Pas de... Vous voulez que je parle du PLFSS? Là, on est parti pour 3 heures. Alors juste, avant de parler de l'avenir, et donc justement des vœux que vous pourriez formuler, et des mesures telles que vous avez validé la qualité, mais telles qu'on pourrait penser à un développement, une intensification. Est-ce que vous entendez, vous trois, dans la campagne présidentielle, des choses qui vous intéressent, où vous vous dites « Ah bah là, quand même, ça bouge ». Alors bien sûr, il y a ce problème, feront-ils demain ce qu'ils promettent aujourd'hui? Mais est-ce que vous avez l'impression que intellectuellement, à droite comme à gauche, ça bouge?
Nicolas. J'avais à attendre les vidéos cet après-midi pour répondre. Je pense que le diagnostic est posé. La vraie question a été posée apparemment, c'est la réforme et comment faire. Donc en fait, on est là, on a un cap, on peut dire entre les uns et les autres, est-ce que le cap est assez fort et assez ambitieux? Globalement, je pense que ça fait le job. Mais la vraie question que moi je me pose à titre personnel, c'est est-ce qu'on est en capacité pour faire en sorte qu'on arrive à faire que ça marche, à faire que ça fonctionne. Et donc la question de la méthode est pour moi critique. Et c'est quelque part la grande question que nos maisons-mères nous portent en disant on aime beaucoup la France, mais est-ce que vous allez pouvoir vous réformer plus vite? Et la capacité de la réforme collective, c'est la grande question qu'on nous pose. Laurence, ce débat politique fécond? Alors, moi, j'entends pas grand-chose de nouveau. J'ai l'impression qu'on est toujours dans le phénomène de la promesse et de refaire des promesses qui étaient celles il y a 5 ans. Le problème majeur, pour moi, c'est l'entreprise. C'est-à-dire comment on fait pour créer un tissu économique qui donne sa place à l'entreprise, qui donne sa place à l'entrepreneuriat. Et j'entends peu de choses à ce niveau-là. Peu de collaboration, ou pas assez, ça veut dire, pas assez, avec des chefs d'entreprise, avec des entrepreneurs, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut changer, comment il faut le changer, et pour avoir une méthode qui est plutôt participative, ou plus participative. Françoise? Moi, je pense que ce qui fait gagner la France, c'est un véritable partenariat économique public-privé. Et donc, aujourd'hui, pour reprendre le secteur dans lequel je suis, je pense qu'il y a des éléments qui sont très positifs sur tout ce qui est R&D. Donc, on a fait beaucoup. Mais en revanche, quand on parle de l'intelligence des laboratoires pharmaceutiques pour essayer de créer des partenariats économiques et de réfléchir à des grandes réformes avec les autorités de santé, il y a une défiance qui est catastrophique. Tant qu'on reste avec cette défiance, je pense que la France ne pourra pas donner tout son potentiel. Pour revenir précisément à votre question, est-ce que ça change beaucoup ? J'ai envie de vous dire oui, quand même. J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'action de part et d'autre qui me paraît en tout cas plus affichée. Après, entre la promesse et la réalité des choses, on dit toujours que la France est difficile à réformer. J'espère que sur des grandes réformes qui sont vraiment nécessaires, le courage politique sera là, et qu'il n'y aura pas, je reviens sur ce que j'ai dit, des injonctions contradictoires entre les différents ministères, parce que ça crée de temps en temps une espèce d'ambiguïté qui exaspère nos groupes. Vous évoquiez, Nicolas, les sentiments que peuvent exprimer une maison mère à l'étranger vis-à-vis de la France. Est-ce que vous sentez, tous les trois, cette pression de vos maisons mères sur cet avenir proche augmenter ? Pas dans l'avenir proche. Là encore, c'est dans un phénomène de temps plus long. Aujourd'hui, c'est pas tellement qu'est-ce qui va se passer en mai, c'est quelle est la trajectoire et quel est le rythme des réformes. Une vraie vision. Aujourd'hui, et là encore, on revient aux fondamentaux. Et les fondamentaux, pour ce qui me concerne, c'est que la marque France est une marque forte, d'accord. Et on le met sur nos produits, sur nos packaging. On met le drapeau français, Origine France garantie, sur nos produits Yoplait, sur nos produits Häagen-Dazs. Et non seulement ça fait vendre auprès des consommateurs français, mais ça a un écho positif hors de France. Donc quelque part, la marque France, elle n'est pas juste attractive dans le produit haut de gamme et le luxe qu'on connaît, mais aussi sur le produit qui me concerne, agroalimentaire. Là-dessus, c'est comment faire en sorte que cette dynamique s'accélère et donner tous les moyens que les investissements qui sont prêts à être faits soient confirmés. Est-ce que le Brexit et les résistances européennes, notamment françaises, aux négociations du TAFTA, ont joué un rôle? Est-ce qu'elles ont changé la stratégie? Est-ce qu'elles ont interrogé vos dirigeants? Moi, je peux intervenir là-dessus parce que c'est une formidable opportunité pour la France. Une entreprise qui quitterait malheureusement le territoire UK pour rejoindre la France, c'est une formidable opportunité pour une géographie qui est celle que je dirige aujourd'hui chez Steelcase. Mais qu'avons-nous fait réellement pour attirer ces entreprises, pour être
à l'origine de la décision du Brexit et de pouvoir attirer ces entreprises qui potentiellement pouvaient partir ailleurs pour les attirer en France. Et que faudrait-il faire ? J'ai appris récemment qu'on avait constitué une agence qui est constituée de l'État, de la région et de la ville pour attirer à Paris donc, des centres de décision partant du UK. Mais il faut savoir que des géographies comme le Luxembourg, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, mais le Luxembourg s'y est pris très tôt. C'est-à-dire que dès lors que la décision a été prise, c'est des gens qui ont fait un lobbying extraordinaire auprès de ces entreprises pour aller leur montrer combien la vie au Luxembourg était attractive. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps pour aller démarcher et faire du lobbying auprès de ces entreprises? Donc, encore une fois, dans notre temps de réaction, on a perdu certainement quelques longueurs d'avance qu'on aurait pu garder. Cela dit, la vie nocturne au Luxembourg est encore plus triste qu'à Budapest, donc il vaut mieux venir à Paris. Françoise, alors, est-ce que vous avez la place à Dunkerque pour loger tous les collaborateurs du Royaume-Uni qui vont arriver? À votre avis? Et alors, est-ce que vous sentez, vous, cette pression du Brexit, compte tenu de la nature capitalistique de votre entreprise? Moi, ou je est-ce crois que que c'est c'est un beaucoup leurre? trop tôt pour le dire. Donc trop je tôt. ne me prononcerai pas pour le Brexit, honnêtement. Ouais. C'est-à-dire c'est qu'au printemps prochain, quand il rentrera en effectivité, que là, peut-être, les problèmes se poseront? Voilà, nous verrons. Nicolas? Oui. Je pense qu'il faut tracer son sillon, à voir ce qui va se passer et surtout travailler sur nos fondamentaux, renforcer nos forces. On a beaucoup de choses à faire en France, on verra ce que ça donne. Je pense qu'une Europe plus forte pour un groupe américain est une bonne chose. Et je ne suis pas sûr que le Brexit soit une bonne chose pour une Europe plus forte. Dans ce cadre-là, est-ce que la France a tactiquement et ponctuellement son épingle à tirer, tiré son épingle du jeu? Bien sûr, mais on reste concentré sur ce qu'on a à faire, nous, en France. Puis, compte tenu de la qualité de la nourriture anglaise, le Brexit alimentaire était ancestral. Là-dessus, j'ai moins de risques. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais terminer avec vos vœux à chacun. Quels vœux vous formulez pour que dans un an, on se retrouve avec un sondage où d'un seul coup, l'attractivité de la France vue par l'échantillon ait fait un bond? Là, on a vu qu'il y avait un 14% qui considérait que ça s'était amélioré en un an. Si on veut vraiment que Brice revienne l'année prochaine en nous disant changement de climat, quels vœux formulez-vous? Quelle loi, décret espérez-vous dans le prochain printemps? Qui veut commencer? Laurence, peut-être? Oui. Alors, si j'avais un vœu à émettre... Allez, vous êtes ministre des Finances ou ministre du Travail, et voilà, vous rédigez. Alors, je pense que je m'attaquerai tout de suite à la stabilité, à des réformes qui donnent de la stabilité et de la visibilité, parce qu'un investissement, comme le rappelait Françoise, c'est pas une décision qui se prend d'une année sur l'autre, c'est une réflexion qui se mûrit sur la durée. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous pénalise le plus, c'est ça, c'est ce manque de visibilité, parce qu'on n'a pas une stabilité notamment dans la fiscalité. Et donc, on ne permet pas à nos groupes de se projeter sur un investissement à long terme. Donc, je pense que ça serait la première chose à laquelle... L'idée qu'avancent certains candidats qu'une réforme fiscale décidée en début de quinquennat comporte dans sa rédaction l'interdiction de revenir dessus pendant les 5 ans, c'est quelque chose qui peut faire sens, qui peut être entendu. Ça peut être une méthode. Et si on veut de la stabilité, il faut effectivement peut-être aller au-delà du quinquennat et avoir la non-possibilité de modifier effectivement ce qui a été décidé, voté à un moment donné. Alors, un vœu évidemment pour la fiscalité des entreprises, mais est-ce que vous l'étendez à la TVA? Est-ce que la TVA doit aussi être considérée comme quelque chose de stable parce que ça perturbe évidemment la consommation? Oui, tout ce qui vient impacter, j'allais dire, le terrain économique dans lequel on évolue fait se poser des questions. On passe un temps énorme à expliquer à nos actionnaires américains pourquoi on fait ça, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi telle réforme a tel impact. Donc si on pouvait gagner ce temps-là pour être beaucoup plus en face de nos clients, je pense que ça serait gagnant-gagnant pour tout le monde. Françoise, votre vœu pour le millésime 2017? Alors moi, ce que je voudrais, c'est que les pouvoirs publics aient la même bienveillance, les mêmes incitations pour les... grands acteurs internationaux par rapport aux entreprises nationales. C'est rien un délit de faciès pour vous? Oh, certainement pas. Parce qu'on a quand même des médicaments qui sont beaucoup trop importants et majeurs pour soigner les Français pour avoir un délit de faciès. Donc on n'en est pas là. Mais il y a un peu de défiance quand il y a toujours un peu de défiance. Donc ce que je voudrais,
ça va paraître un peu bateau, donc je m'en excuse, mais de temps en temps, il faut avoir des rêves. Et moi, ce que je voudrais, c'est avoir une collaboration puissante, une collaboration économique puissante. Je ne suis pas qu'un acteur qui sait réfléchir avec les équipes académiques. Ça, je trouve que c'est fantastique, on le fait bien, il faut évidemment le préserver. Le talent académique de la France est là. On est aussi des acteurs économiques puissants et je voudrais pouvoir avoir des véritables conditions de partenariat économique avec les ministères. Ça veut dire des changements dans les cabinets. Les cabinets sont mal constitués, il y a trop d'énarques techno, juristes et pas assez d'hommes et de femmes venus de l'entreprise pour... Non. Non, c'est les administrations. Vous savez, je n'aime pas du tout ranger les gens par étiquette. Dans mon entreprise, j'ai des médecins, j'ai des pharmaciens, j'ai des HEC, j'ai des polytechniciens, j'ai des personnes qui sont moins diplômées. C'est justement cette pluridisciplinarité, ce capital humain, cette synergie des compétences qui est fabuleuse. Donc associons-nous. Et en face, il vous manque des interlocuteurs qui... Il y a des gens de grande intelligence en face de nous, mais ils sont trop entre eux. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est ne pas rester trop entre nous, malgré... on a beaucoup de plaisir à se voir. Vous savez, les laboratoires internationaux de recherche, on est tous un peu sur le même moule, on est des entrepreneurs, on veut aller de l'avant. Et de l'autre côté, de temps en temps, on a cette espèce de caste, mais je la respecte beaucoup, qu'elle travaille avec nous. Et ça sera merveilleux. Certains candidats proposent d'introduire une sorte de spoil system à la française, c'est-à-dire que les administrations changent de tête quand le pouvoir politique change de couleur. Ça vous semble de bon sens ou c'est superflu ? Ça me semble absolument pas de bon sens. Nous, on travaille sur du long terme. Pour reprendre notre industrie, on travaille avec l'ANSM qui est l'Agence nationale du médicament au niveau de nos AMM, puis on travaille au niveau de la Haute Autorité de Santé qui va apprécier le bénéfice-risque et l'amélioration du service médical rendu de nos médicaments, et après on travaille avec le CEPS. C'est un très long process. Changer l'administration en fonction du pouvoir politique, qu'est-ce que cela amènerait ? Ça amènerait probablement beaucoup moins de suivi et vis-à-vis de nos équipes, on ne change pas les équipes chaque fois qu'il y a un changement de président. Ça serait ridicule. Il y a une mobilité interne qui est faite en fonction des grands défis stratégiques de l'entreprise et d'une politique de développement des talents, mais certainement pas de manière arbitraire. Alors, on ne peut pas vous souhaiter une bonne épidémie pour vendre des médicaments. Alors, en revanche, on peut souhaiter un été et un printemps brûlant pour vendre des glaces à Gundas. Je suis preneur. Notamment la macadamia nut brittle, qui est une grande avancée de la civilisation humaine. Et Dulce de Leche, c'est pas mal non plus. Ah, Dulce de Leche, c'est bien. C'est plus pour les filles, Dulce de Leche, non ? Ah, mais il faut ressortir ce côté féminin aussi. Dégustation à la sortie, le benchmark, ça compte aussi pour les glaces. Votre vœu, alors, pour l'année prochaine, Nicolas ? Basé sur une histoire un peu personnelle, je rentre en France, je suis rentré il y a 6 mois, après 16 ans à l'étranger. Et donc, l'image de la France à l'étranger, c'était un peu mon quotidien et ce que je vivais. Et j'ai été un peu meurtri de voir la tendance un peu du French bashing prendre de l'ampleur à travers ce que disaient les étrangers, avec beaucoup de sympathie mais un petit peu d'aigreur, à travers des fois de temps en temps même les propres Français à l'étranger, et un peu critique, et voyant le verre à moitié vide alors qu'il pourrait être à moitié plein. Donc sans faire un déni de réalité, le vœu que je formule, c'est moins une réforme qu'un état d'esprit, qui est de dire, partons du principe que la France a tout pour réussir, d'accord, qu'on a beaucoup de cartes dans notre main, et qu'elle soit un peu attentive à l'image qu'elle projette à l'étranger, et pour ce faire, qu'elle fasse pas mieux qu'avant, mais mieux qu'ailleurs, et qu'elle soit vraiment en phase avec le benchmarking. Donc, ça serait. Et si on part dans cet état d'esprit, je pense que beaucoup de réformes fortes vont pouvoir aller dans le bon sens.
Un tout dernier tour de piste très rapide pour une mesure de l'homme du jour, Macron, hein, qui est candidat là sans doute pendant qu'on parle. Il a proposé dans une interview à l'Obs la semaine dernière d'indexer la durée du temps de travail sur l'âge. On est jeune, on peut travailler plus que 35 heures parce que d'abord on a l'énergie, on a besoin de se former, donc toutes les heures ne sont pas productives, et en plus on a besoin d'argent. Et puis quand on est senior, on peut éteindre tout doucement la durée du temps de travail, la réduire. Est-ce que c'est cosmétique, habile ou fondamental, Laurence? Alors, je ne sais pas si c'est cosmétique fondamental, mais en tout cas, ça me semble être une bonne idée. C'est-à-dire que tout ce qui va dans le sens de la libéralisation, si j'ai envie de travailler plus, que je puisse travailler plus, et si à un moment donné, mon corps m'interdit de travailler, que je puisse aussi avoir la possibilité de moins travailler. Mais pour moi, ça va dans le bon sens. Les jeunes qui ont envie de travailler, il faut les encourager à travailler. On a perdu la valeur travail. Enfin, quand on recrute aujourd'hui, on sent bien que cette valeur travail, c'est quand même bien terni. Très différent dans les autres pays, oui. Vous sentez une vraie différence. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire non, c'est pas cosmétique, c'est une idée qu'il faut encourager. Françoise? Je ferai la même réponse. Il faut encourager, je pense que ça va dans le bon sens, je ferai la même réponse que Laurence. Y compris pour des chercheurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression au contraire que quand on est plus âgé, on a besoin de plus de temps pour encadrer, relancer, on peut travailler plus longtemps. Est-ce que c'est la même courbe d'activité? Je pense. Nicolas? Tout ce qui va vers reconsidérer la valeur travail et redonner la liberté à l'individu de faire les choix qui juge juste et sans décider pour lui ce qui est bon, va dans le bon sens. Et vous sentez vos équipes sur ce mode-là? Il y a une demande à l'intérieur de l'entreprise pour ça, plus de liberté, plus de liberté et l'autre chose en pendant, c'est plus de sens. Donc pour moi, c'est pas combien de temps on travaille, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce travail-là. Et là, nous, en entreprise, on a un grand rôle à jouer parce que mais c'est pas, il faut pas voir ça comme juger ce que doit faire l'entreprise en termes d'horaire et de salaire. Ça en fait partie, mais surtout donner plus de sens. Et ça, nous, entreprise, on a un grand rôle à jouer avec toutes les générations et les plus récentes nous challengent le plus, ce qui est très positif. Merci beaucoup à tous les trois. Christian, le mot de la fin pour vous et la charge d'introduire l'oratrice suivante. Non, j'avais envie de dire, moi, mon vœu, ma vision, vous en foutez, quoi. Je passe à côté. Vous en avez fait passer un certain nombre déjà depuis tout à l'heure. C'est d'ailleurs des vœux qui allaient jusqu'à l'admonestation. Non, c'était pas de l'admonestation, c'était juste un petit peu peut-être d'énervement par rapport à une ambition, parce qu'on a tous les éléments pour réussir, et il faut simplement mettre les choses dans le bon sens. Alors c'est plus facile à dire, moi, à cette tribune, que le faire si j'étais au gouvernement, ce que personne ne me demandera d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça, c'est compliqué. Moi, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, dans l'entreprise, je lutte toujours contre les 3 C, c'est-à-dire le cloisonnement, le clonage et le conformisme. Donc le cloisonnement, c'est faire travailler dans un monde de transversalité. C'est vrai que parfois, dans des administrations, ils sont tous là dans leur bureau. Et ça, c'est pas possible. Il faut de la transversalité. Et il faut l'organiser. Le clonage, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On ne peut pas penser travailler qu'avec... c'est un clonage de formation. Moi, je recrute dans les grandes écoles. Si j'avais que des X qui font des projets d'X, ça ne marche pas, parce que ces projets sont moins riches, sont moins collés, sont moins rapides, sont moins agiles. Mais c'est forcé. Donc quand vous mettez des gens de la même promotion, de la même formation au même endroit, forcément, il y a des limites, parce que plus personne ne challenge rien. Donc ça peut pas aller. Et puis le conformisme, c'est libérer l'innovation. Alors moi, je suis complètement d'accord. On sortira le pays si on libère l'innovation. Encore une fois, il y a des bonnes choses de fait. Ce qui m'énerve un tout petit peu, c'est qu'on s'extasie devant des choses que l'on fait, qui sont simplement les corrections de trucs aberrants qu'on a fait avant. Et ça, il faut arrêter ça. Et puis on a besoin de vision et de sens. Et ça manque, parce qu'on l'a vu sur le Brexit, on l'a vu aux États-Unis. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Parce que les gens, ils ont peur. Ils ont peur du monde d'aujourd'hui qu'on ne leur explique pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce monde, qui est un monde où on veut plus de personnalisation, plus de transversalité, plus d'instantanéité dans la consommation, on ne le perçoit pas, on le comprend, mais on ne le perçoit pas dans ses conséquences. Et c'est ça le drame, c'est que si tout le monde veut ça, donc tout le monde veut de la personnalisation, de l'instantanéité, c'est ça, c'est le truc le plus abouti. Mais personne ne va au bout du bout pour dire « Ah bon, alors si vous voulez ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation de travail? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de fiscalité ?» Je ne raisonne jamais écosystème. Votre exemple, d'ailleurs, vous, en tant que commentateur,
c'est symptomatique parce que vous dites, tiens, finalement, alors, le truc Macron sur les vieux, les machins, les trucs. Moi, personnellement, je pense que plus j'avance dans ma vie, meilleur je suis. Bon, mon patron, il dit pas toujours ça, mais moi, je le pense. Donc, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais le point, c'est que le problème, il n'est pas uniquement là. Le problème, il est de prendre la globalité, de dire, la fiscalité, stabilité, on l'a vu, l'organisation du travail, on l'a vu, les investissements, les moyens, la formation. C'est à chaque fois, il faut raisonner comme ça. On ne peut pas dire il faut de l'apprentissage et prendre des mesures qui vont contre l'apprentissage. C'est pas possible. Et même pas les prendre, des mesures contre l'apprentissage. C'est qu'on ne comprend pas ce que veut dire l'apprentissage dans des entreprises de services qui représentent 46% du PIB et 10 millions d'emplois. Je ne vais pas aller plus loin. Et dans l'industrie, c'est pareil. Donc, arrêtons de prendre par silo, voyons les écosystèmes et les conséquences de nos interactions. Et maintenant, j'ai le plaisir, et c'est un réel plaisir. Parce que je crois qu'il y a des gens qui parlent, puis il y a des gens qui font. Et la personne que je vais faire venir sur l'estrade maintenant, Muriel Pénicaud, est quelqu'un qui s'engage, qui fait, contre vent et marée, et qui, je crois, est ce qu'on appelle un doueur dans notre métier. Alors, vous êtes la directrice générale de Business France et l'ambassadrice déléguée aux investissements internationaux. Vous avez devant vous celles et ceux qui sont les ambassadeurs de la France auprès de leur maison mère. Nous partageons donc la même ambition, celle de donner envie de France aux multinationales étrangères, ce que vous faites en passant votre temps à courir la planète pour vendre la France avec un dynamisme que nous saluons et que nous saluons sincèrement. Vous aurez relevé des débats que nous venons d'avoir que la mission n'est pas toujours aisée, ce qui n'étonnera pas celle, et nous l'apprécions hautement, qui est toujours à notre écoute. Depuis 3 ans, nous avons le plaisir de vous accueillir aux États de la France et vous venez partager avec nous vos réflexions sur l'attractivité de notre pays. Vous nous aviez aussi, voici 1 an, présenté en avant-garde la campagne Créative France, dont l'objet est de promouvoir l'image d'une France innovante et créative. Nous apprécions beaucoup, alors que notre sondage révèle que la France supporte toujours un lourd déficit d'image et que celle-ci ne s'est pas améliorée depuis 1 an, que vous nous disiez où vous en êtes de cette campagne. Madame l'ambassadrice, chère Muriel, je vous cède la parole.